Bon ben bonjour. Comme Monsieur Carl m'a présenté tantôt, je m'appelle Éric Granger. Je me suis autoproclamé journaliste citoyen il y a à peu près 7 ans de tout ça, en 2010. Et bon, j'ai décidé de... parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'informations sur le mondialisme, la mondialisation, les réseaux mondialistes, comment ça fonctionne, tout ça. Mais il n'y avait rien en français, à part pour les Français en France. Il n'y avait rien pour le Canada, le Québec et tout ça. Fait que je me suis dit, est-ce que nous aussi, nous sommes figés par le nouvel ordre mondial? Est-ce que notre élite politique, économique est gangrénée par cette élite? Et finalement, j'ai découvert que oui. Fait que, donc, j'ai publié, je me suis fait connaître en publiant justement une vidéo sur Internet, sur YouTube, qui s'appelle Histoire du Canada dans le nouvel ordre mondial. Ça se passe de 1867 à 1993, où ce que je fais, une sorte de survol politique, où je montre comment tous les politiciens, puis ceux qui étaient l'élite en ère 2 étaient mondialistes et avaient pour but de travailler pour des sociétés secrètes. Donc, Cecil Rhodes en particulier. Donc, je vous invite à regarder une vidéo. Le documentaire, c'est à peu près 40 minutes. C'est genre 3 documentaires que j'ai fait, que j'ai mis en place. Et c'est intéressant de savoir justement, on apprend par exemple que Brian Mulroney est un mondialiste, puis Ariel Trudeau, tous les premiers ministres avant lui, Mackenzie King, qui était un grand ami de Rockefeller, etc. Mais je vais commencer par parler un peu, dans le fond, le journaliste citoyen et la dissidence, parce que c'est un peu ça, de la raison que je suis ici, si je fais une conférence là-dessus, c'est parce que c'est quelque chose qui existe, puis la première fois que j'ai fait ça, je me suis autoproclamé un journaliste citoyen. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup au Québec, t'sais. Puis c'est pour ça que Carl disait que ça l'a inspiré à faire des trucs, puis c'est intéressant de savoir ça. Donc j'ai comme, en tout cas, j'ai même participé à un documentaire particulier qui est passé à Radio-Canada qui affrontait le journalisme professionnel et citoyen pour faire passer les journalistes citoyens pour les pas bons, des imbéciles, évidemment, pas crédibles, et ce genre de trucs-là, pour dire évidemment il faut se fier aux journalistes professionnels, non pas citoyens. Mais évidemment, le journaliste aujourd'hui, c'est synonyme avec dissidence, ça va de soi, parce que c'est l'Internet finalement qui nous permet d'être dissidents, comme si on n'est pas à la botte des réseaux médiatiques mondialistes. De toute façon, ils appartiennent tous au même propriétaire. Donc en fait, en même temps que je vais survoler l'histoire du Canada, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer que, comme disait l'abbé, c'est une histoire de mondialisme. C'est une histoire où elle vient comme le monde. C'est assez simple, c'est gouverner le monde entier. Puis en même temps, le monde mondial, c'est une élite, c'est un réseau qui se perpétue de génération en génération, des fois par le sang, et d'autres fois seulement par l'idéologie. Donc ça fait très longtemps que ça existe, c'est une idée vieille comme le monde, parce que dans le fond, le mondialisme, c'est une forme de combat entre le bien et le mal. D'ailleurs, aujourd'hui, tous ceux qui s'opposent au mondialisme et qui travaillent contre, qui font en général, sont souvent des chrétiens, si je peux les exprimer, dire ça comme ça, en général. On sent tout le temps que dans l'histoire de la valeur mondiale, il y a une sorte de destruction de Dieu, puis du concept de Dieu, parce que, évidemment, ceux qui veulent créer une valeur mondiale sont en général des gens qui sont initiés dans des sociétés secrètes. Et si vous connaissez un peu les sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, ou les Rose-Croix, ou les Skull and Bones, en général, c'est des sociétés secrètes. Mais une fois que tu arrives aux hauts échelons, et tu es initié à aller dans les hautes sphères, finalement, tu te rends compte que tu voues un culte à Lucifer. Donc, c'est la franc-maçonnerie, finalement, à la fin, quand tu es au 32e, 33e niveau, finalement, dans le fond, c'est la religion de Lucifer. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les révolutions culturelles laïques, où on enlève Dieu partout, que ce soit l'État, que ce soit, on enlève le crucifix, puis la prière à l'hôtel de ville, ce genre de truc-là, ça fait toute partie de la destruction de Dieu qui vient vraiment des sociétés secrètes, maçonniques et tout ça. Puis c'est un vieux rêve que cette élite perpétue, en fait, c'est une idée qui est chère avec le monde, qui, selon l'élite elle-même, mondialiste, l'idée première vient d'Atlantide. La première civilisation, le premier nouvel ordre mondial qui a existé sur Terre serait l'Atlantide. Évidemment, qui a été détruit par une grosse catastrophe, un déluge. Certains diront que c'est le déluge de Noé, que Dieu aurait détruit l'Atlantide parce qu'elle était devenue une société corrompue.
qui dominait commercialement à peu près tout le monde connu à l'époque. Et ce qui est intéressant, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce savoir-là de vouloir gouverner le monde qui a été transmis à travers les sociétés secrètes ou à travers des initiés, c'est depuis très longtemps. Et donc, selon, je peux montrer ici, marqué de l'Atlantide à l'Égypte antique, à l'Empire grec, à l'Empire romain, à l'Empire britannique jusqu'au Nouvel Ordre mondial. Donc, si vous voulez, c'est comme une sorte d'évolution. Tous ces empires-là ont voulu, d'une façon ou d'une autre, conquérir le monde que nous. Donc, l'Atlantide, évidemment, était supposément à l'époque, si on se fie à Platon et son récit, parce que semble-t-il que c'est en même temps une fable historique, et en même temps un vrai récit historique. L'Atlantide, elle aurait supposément vraiment existé. Et c'est le modèle, si tu veux, pour le Nouvel Ordre mondial. Quand elle a été détruite, l'Atlantide, par le déluge et la catastrophe, les prêtres et les gens des sociétés secrètes, les gens qui avaient la connaissance qu'on appelle ancienne, occulte, de comment créer des civilisations et gouverner les gens, a été transmis aux sociétés secrètes et aux prêtres, si tu veux, de l'Égypte antique. Enfin, je peux vous dire d'où vient cette source, d'où je prends tout ça. Ça vient du plus grand philosophe franc-maçon du XXe siècle, qui est un Montréalais, qui est né à Montréal, qui s'appelle Manly Palmer Hall, qui est auteur de trucs comme The Secret Destiny of America, The Secret Teachings of All Ages, ou The Lost Keys of Freemasonry. Évidemment, il faisait l'apologie de la franc-maçonnerie. Et dans le livre The Lost Keys of Freemasonry, il raconte qu'une fois que quelqu'un a atteint tous les niveaux de la franc-maçonnerie, il possède dans ses mains l'énergie puissante de Lucifer, dans ces mots-là. Donc, évidemment, ce que j'essaie de raconter aussi, ça va être un peu le destin secret de l'Amérique, qui est raconté par Manly Palmer Hall, qui lui raconte que depuis justement l'Atlantide, l'Égypte antique à l'Empire grec, à l'Empire romain, à l'Empire antique, ce savoir-là a été transmis à chaque empire par les sociétés secrètes, et ont essayé de poursuivre la quête finale, qui est d'obtenir finalement à la fin le nouvel ordre mondial. Donc évidemment, les Grecs, on le reconnaît aujourd'hui par l'architecture. Hein. On a juste à regarder partout les colonnes et les triangles. Tous les édifices maçonniques, c'est toujours des triangles avec des colonnes. Enfin, c'est de l'architecture maçonnique, tout ça vient des Grecs. Les Romains ont copié, ensuite on fait la même chose. Et ensuite, l'Empire britannique, c'est autre chose. Probablement le premier empire qui a couvert le monde entier. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. On disait ça à l'époque, ça veut dire que peu importe où le soleil est, l'Empire britannique existe. Donc, M. Manly Palmer Hall disait qu'il y avait une société secrète par-dessus toutes les sociétés secrètes. Une sorte de conseil, whatever, qui s'appelait l'ordre de la quête. Et la quête, évidemment, c'est de reconstruire l'Atlantide pour un nouvel ordre des âges définitifs. Et leur but, c'est de refaire la fameuse cité d'Atlantide, le rêve, où finalement, à l'avant, ils contrôlaient tout le monde entier, puis tout allait bien. Hein. Et de refaire ça aujourd'hui, puis que ça n'arrive plus jamais, que ça soit détruit. Donc, dans le fond, l'Atlantide, c'est comme un peu le mythe du Nouvel Ordre mondial. Dans la société secrète d'Atlantide, ça représente comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça, c'est comme l'idéal, l'utopie, ils veulent reconstruire ça. Donc, c'est intéressant l'histoire. Comment, par exemple, Platon a réussi à avoir l'histoire de l'Atlantide. C'est selon un autre législateur grec de l'époque qui avait été voir les prêtres d'Égypte, hein, ceux qui sont dans les sociétés secrètes et qui connaissent le savoir ancien et occulte. Il a demandé, il a posé une question comment je peux faire les lois dans mon empire pour que je puisse gérer tout le monde. Puis, les prêtres, ils l'ont emmené dans les caves souterraines avec semble-t-il, des nains qui ramaient, mais à qui on avait crevé les yeux pour pas qu'ils voient où ils s'en allaient, pour savoir pour que ça reste secret. Puis ils l'ont emmené dans un endroit secret, puis il y avait des colonnes, semble-t-il, en or, où étaient inscrits les lois de l'Atlantide, comme quoi, comment faire des civilisations qui peuvent perdurer le temps. Et comment surtout pas répéter les erreurs de l'Atlantide. Donc c'est ça, l'Empire égyptien, c'est l'héritier du savoir occulte de l'acquisition de l'Atlantide, etc. Et les sociétés secrètes, en général, sont les gardiennes de ce savoir occulte. C'est encore aujourd'hui. Par exemple, la Grèce, c'est la même chose. Il y avait toutes les sorciers de Pythagore, avec sa propre société secrète d'ailleurs, ou dans les sociétés secrètes de ce genre-là qui sont païennes, hein, on s'entend, ou qu'en général sont satanistes, où souvent il y a des rituels, des sacrifices, il y a des choses pas jolies, comme la pédophilie, des jeunes filles qui se font sacrifier, c'est pas vraiment.
Donc, c'est un monde, c'est le monde de Satan, c'est le monde de Lucifer, qui est puis la Grèce, c'est évidemment antique, est un autre exemple d'un empire qui a essayé de conquérir le monde entier. Alexandre le Grand, je sais pas si vous savez c'est qui, a essayé de conquérir toute l'Asie, le monde entier. C'est le premier qui a essayé de le faire par la force, vraiment. Et ensuite, l'Empire romain, c'est la même chose. Ils ont copié les Grecs, mais ils ont essayé de faire plus loin, de faire plus. Mais finalement, c'est une sorte de copie des Grecs. Et après ça, vous avez le Moyen-Âge, tout ça, et vous avez les Templiers, qui eux autres se sont retrouvés en possession de ce savoir-là aussi. Les Templiers, eux, étaient à l'époque les banquiers de l'Église catholique. Je pense qu'on fait comment ils l'appellent à l'époque, on fait les banquiers de l'Église. Puis, donc, c'est eux qui prêtaient l'argent. Ils étaient les prêtés, comme aujourd'hui, comment ça fonctionne, les Rothschild, les Rockefeller qui prêtent l'argent, ça. Et ils faisaient la même chose à l'époque, les Templiers, ils prêtaient l'argent à l'Église. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un de ces quatre, ben, je crois c'est en 1300, je ne me rappelle plus la date des choses, l'Église a dit, ben écoute, on a une grosse dette envers les Templiers, on leur doit tout, ils ont fait des croisades, ils sont pleins de richesses, ils sont pleins de savoir, ils sont très puissants. Si on veut se débarrasser de notre dette, on veut se débarrasser des problèmes des Templiers, ben on va se débarrasser des Templiers. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils ont lancé une sorte de je sais plus comment on appelle ça, là. Ben bon, ils ont chassé tous les Templiers, puis ils ont essayé de les raser. Et beaucoup de ces Templiers-là se sont enfuis. Beaucoup disent en Écosse, évidemment, c'est pour ça que souvent les Templiers, les Chevaliers, c'est relié à l'Écosse, mais aussi la franc-maçonnerie moderne est née là, parce que c'est les Templiers qui ont transformé la franc-maçonnerie à ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'au début c'était opératif qu'on appelle, et maintenant c'est devenu spéculatif. C'est-à-dire qu'avant c'était des vrais maçons, c'était des cathédrales, qui ensuite sont devenus une sorte de religion finalement, une secte. Donc, les Templiers étaient aussi le gardien, vu qu'ils avaient fait les croisades, ils étaient gardiens de tout savoir aussi des pays musulmans, des pays. Donc, ils étaient extrêmement riches, fait que l'Église a décidé de se débarrasser des Templiers. Alors, ils se sont sauvés, ils se sont même sauvés en Amérique. Parce que c'est une autre histoire que j'aimerais raconter dans cette conférence-là, c'est la découverte de l'Amérique, en fait. Puis, il y avait ce petit timbre que j'ai mis au début de la conférence. C'est que la découverte de l'Amérique, on dit souvent que c'est Christophe Colomb qui l'a découvert, après ça a été conquis par les Espagnols, les Français, les Anglais. Hein. Mais en fait, ça faisait très longtemps qu'ils savaient que le continent américain existait, et dans le fond, il était gardé, préservé par les sociétés secrètes, tout ça, le secret était préservé pour organiser la colonisation et la faire comme il la voulait du premier coup. Donc la colonisation et la conquête de l'Amérique, elle a été planifiée d'avance. Puis quand Christophe Colomb a déclaré que l'Amérique avait été découverte, c'est juste eux qui ont décidé, ben là maintenant on l'annonce qu'on est découvert en Amérique, mais ils savaient déjà qu'elle était là, ils avaient déjà tout planifié la colonisation. Et celui qui était le maître de cette colonisation-là, celui qui était le cerveau de la bande dans cette histoire-là, c'est M. Francis Bacon, Lord Bacon, qu'on peut voir aussi sur un thème de Terre-Neuve, Newfoundland, de 6 scènes, et qui est marqué Lord Bacon, the guiding spirit in colonization scheme, c'est-à-dire l'esprit qui a guidé le plan de colonisation de l'Amérique. Évidemment, c'était je crois que c'est en 1610-1910, donc c'est les 300 ans d'anniversaire, je ne sais trop quoi, de Newfoundland, et il a remarqué le 666, c'est toujours très intéressant quand on regarde ces choses-là, c'est pour ceux qui s'intéressent au symbolisme. Donc, Lord Bacon est un homme extrêmement important, probablement selon moi, un des hommes les plus fascinants que j'ai jamais pu étudier ou faire de la recherche dessus. Il est considéré comme le grand-père de la science moderne, c'est-à-dire de la méthode scientifique. C'est lui qui a développé la méthode scientifique. Il écrivait aussi ce qu'il appelle des pièces de théâtre, des masques à l'époque et tout. Et maintenant, c'est prouvé. Évidemment, ça va être contesté dans les médias, puis il n'y a pas une librairie qui va dire que c'est le vrai, mais c'est le véritable auteur des pièces de Shakespeare aussi. Et il s'est caché derrière l'acteur William Shakespeare. Mais en fait, c'est vraiment lui qui était l'auteur, puis même le nom Shakespeare, ça veut dire agiter la lance, spear, une lance, shake. Shakespeare, ça vient de Athéna, qui veut dire Shakespeare, the dragon of ignorance, ça veut dire agiter la lance devant le dragon de l'ignorance. Fait que lui, son but, c'était d'écrire du théâtre, de faire de la culture pour influencer la culture populaire, tout, pour rentrer des idées dans la tête des gens, pour un show qui était un peu comme vous expliquiez tantôt,
dans le fond, la culture populaire et la culture en général, c'est fait pour rentrer des trucs dans la tête des gens, former les esprits. Puis, ce monsieur Bacon-là, évidemment, il était à la tête à l'époque de la franc-maçonnerie, elle était à la tête des Rose-Croix. C'est lui qui l'a fondé, et il a comme tout modernisé le système. Et en plus, il s'est occupé de la colonisation de l'Amérique, et il le faisait à travers ses agents, évidemment, il ne faisait pas lui-même. Et il a décidé, vous savez, de rester secret. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît très peu Francis Bacon. Parce que c'est comme quelqu'un dans l'ombre qui a voulu rester dans l'ombre toute sa vie, qui n'a jamais voulu avoir la gloire, tout ça, parce que, comme par exemple, il a laissé la gloire à l'acteur William Shakespeare, qui était à peine capable de signer son nom en bas d'une feuille, alors encore moins capable d'écrire des pièces aussi. Shakespeare, c'est la langue de Shakespeare. En fait, c'est ça, il a participé à la, si vous voulez, à la création de la langue anglaise en même temps aussi, au développement de la langue anglaise. Donc, voilà, Francis Bacon, qui était aussi le gardien du sceau de la reine, il travaillait à la cour, tout évidemment élitiste, à n'en plus finir. Donc, ce qui est intéressant, c'est parce que justement, il existe un destin secret de l'Amérique. L'Amérique a été colonisée avec un but premier, c'est-à-dire ne pas les répéter les erreurs qui ont été faites en Europe et de coloniser, puis de faire ça, si vous voulez, du premier coup, c'est une sorte d'utopie maçonnique ou des sociétés secrètes, comme vous voulez. Dans le fond, une nouvelle Atlantide. Et c'est ça qu'a écrit Francis Bacon. Sa grande œuvre, ça s'appelle The New Atlantis, la nouvelle Atlantide, où ce qui prévoit dans l'avenir, justement, un nouvel ordre mondial. Et Francis Bacon lui disait que la nouvelle Atlantide, c'était l'Amérique en tant que telle. Qu'il fallait que, jusqu'à qu'il décide de la coloniser et de s'en occuper, il fallait la laisser vierge puis la laisser à l'abri du vieux monde. Parce que ce qui est intéressant dans la colonisation de l'Amérique puis la découverte de l'Amérique, c'est qu'il y a toujours eu, ça s'est fait il y a toujours deux mouvances. Il y avait la mouvance des sociétés secrètes qui voulaient les coloniser, puis bon, le clan de Lucifer. Et en même temps, les chrétiens, si vous voulez, les pèlerins américains qui venaient, qui là, eux, venaient ici dans le fond pour avoir une opportunité, une terre, de pouvoir prier sans être persécutés, de pouvoir venir leur Dieu sans se faire chier, d'avoir la paix, selon le fait. Et évidemment, tu avais du côté des païens, eux aussi. Toujours le même rêve, celui de créer la nouvelle Atlantide et un nouvel ordre mondial. Bon. Donc, évidemment, le Canada, lui, qui a été fondé en 1867 par une église anglo-saxonne qui porte allégeance à la royauté britannique. C'est intéressant parce que il y a aussi, en même temps, il y avait les États-Unis qui s'étaient formés pratiquement presque 100 ans avant. Et par exemple, le Québec, par exemple, aurait pu facilement être un État américain. Et normalement, l'Amérique se colonisait nord-sud, tandis que le Canada, c'est est-ouest. Donc, évidemment, il y a toujours des guerres internes à l'intérieur de l'élite. C'est pour ça qu'on a un Canada, puis on a un États-Unis, parce que normalement, ça aurait dû probablement être une seule, ça aurait probablement dû être juste les États-Unis qui courent, ou quelque chose comme ça. Et aussi, voilà, excusez, j'ai perdu un peu le fil là-dessus. Donc, en plus, ça a été fondé par, de toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film qui parle de comment John A. Macdonald, qui est le premier ministre au Canada, comment il a fourvoyé toutes les provinces à accepter le deal du Canada et de la Confédération. En tout cas, c'est très intéressant. John A. Macdonald était évidemment un franc-maçon du 33e degré et tant pis. Donc, c'est toujours la même histoire. Donc, c'est toujours une histoire de réseau d'élite. C'est toujours, par exemple, Samuel de Champlain aussi était un colonisateur qui était au service des réseaux occultes. Vu que j'ai déjà, dans mon vidéo, je parle beaucoup de l'histoire du Canada, je vais peut-être parler un peu du Québec. Parce que ça, j'en ai pas parlé beaucoup. Au Québec, c'est vraiment intéressant parce que il y a toujours le spectre de l'indépendance du Québec, ça fait longtemps, c'est depuis Papineau et tout ça. Puis l'indépendance du Québec pourrait être utilisée comme un piège politique pour créer une union nord-américaine. Autant que ça pourrait être une bonne chose, l'indépendance, si elle est faite, par exemple, avec les péquistes ou avec des gens qui sont des mondialistes. Ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser ce prétexte de crise politique qu'il pourrait y avoir, si mettons il y avait un oui référendum et tout, pour créer une crise politique, puis de renégocier tous les traités, ce qui implique la Ligue, c'est ça, tous les traités de libre-échange, ce qui pourrait donner une occasion de signer de nouveaux traités, qui seraient par exemple des traités qui mèneraient vers une union nord-américaine, carrément une union nord-américaine comme on voit en Europe.
D'ailleurs, je lui ai posé la question à Gilles Duceppe moi-même. D'ailleurs, ça se trouve sur YouTube encore là. Vous avez juste tapé Gilles Duceppe, 2 millions dans l'américaine. Et je lui ai posé la question à Montréal en pleine rue s'il voulait, si le Québec devenait indépendant, s'il voulait que ce soit à l'intérieur de l'Union nord-américaine, et il a dit que oui. Alors, Gilles Duceppe, qui était chef du Bloc québécois, supposément un souverainiste, alors qu'il, évidemment, finalement, il va vendre le Québec, ou finalement, le Québec se retrouverait à la merci du cartel des mondialistes, parce que l'idée d'une Union américaine, ça vient de think tanks mondialistes comme le Council on Foreign Relations, qui publie des documents, comment ils vont faire pour intégrer tranquillement le Canada, le Mexique et les États-Unis et tout. Et le Québec, l'indépendance du Québec pourrait permettre une crise politique suffisante et intéressante pour que de nouveaux traités soient signés. C'est probablement, selon moi, ce qui est arrivé en 90 à 95. Quand Lucien Bouchard, le fameux Lucien Bouchard, qui, je vais appeler, comment je vais dire ça? Ça, je vais parler des faux souverainistes. Lucien Bouchard, c'est un faux souverainiste. Donc, il joue le rôle d'un souverainiste alors qu'il a commencé sa carrière, par exemple. Il était le meilleur ami de Brian Mulroney. Je ne sais pas si vous connaissez Brian Mulroney. Il a été premier ministre du Canada pendant un certain temps. Et lui, son meilleur ami, c'était Paul Desmarais. Donc, le meilleur ami de Brian Mulroney, c'est Lucien Bouchard. Donc, ils avaient tous soupé les trois ensemble. Là, il y en a un jour, ils ont décidé que Lucien Bouchard, il deviendrait souverainiste. Et là, il a quitté en fracas le Parti conservateur duquel il faisait partie. Puis, ils ont fondé le Bloc québécois avec une mise en scène à la télé, un peu dans les bras, les caméras qui filmaient, tout ça. Et ils ont créé, dans le fond, ils ont créé une sorte de fausse crise politique créée de toutes pièces, qui était le truc de Charlottetown, le fameux... juste avant la période qu'il y a eu, avant 1995, c'est qu'il y a eu le référendum canadien. Et ça a passé très près de marcher. Et le négociateur en chef qu'il y aurait eu pour tous les traités à ce moment-là, si le oui avait été voté, c'était Lucien Bouchard, qui négociait tous les traités. Donc à ce moment-là, ça aurait pu être une occasion, à ce moment-là, déjà, probablement le calendrier de l'Union nord-américaine aurait avancé assez rapidement si à ce moment-là, le Québec avait été dépendant, parce qu'on aurait tout de suite embarqué dans l'ALENA, tout de suite on aurait signé tous les mêmes traités, et on aurait finalement poursuivi la même affaire qui se passe. Sauf que ça leur aurait permis de négocier d'autres ententes. Et des faux souverainistes, il y en a beaucoup. Pratiquement toute la gang. C'est un gars comme le deuxième chef du PQ, c'était Pierre-Marc Johnson, qui est le frère de Daniel Johnson, qui était au Parti libéral du Québec. C'est un peu comme Françoise David, qui sa sœur est ministre libérale. En tout cas, c'est toujours intéressant sur un truc-là. Ensuite, vous avez, je sais pas, Jean-François Lisée, qui a travaillé pour le Cérium, qui est une institution, un think tank mondialiste, avec Raymond Chrétien, qui est le frère de Jean Chrétien. Je veux dire, puis il y a Jacques Parizeau. C'est Jacques Parizeau qui a étudié à London School of Economics. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent le groupe Bilderberg. Il a participé à ça en 1968 au Mont-Tremblant, alors qu'il n'était pas encore souverainiste. Puis il y a toujours, quand il voulait faire l'indépendance du Québec, il disait qu'il ne fallait pas avoir de monnaie, qu'on prendrait la monnaie canadienne. Bref, tous des trucs qu'un économiste ne dirait jamais, qui n'avaient aucun sens, tout, mais lui, il le défendait évidemment parce que je crois qu'il allait fourvoyer, moi, le Québec au complet. Et je dirais même, malheureusement, aussi René Lévesque, René Lévesque, en 1976, quand il a écrit au Foreign Affairs, qui est la publication du Council on Foreign Relations, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, un autre think tank mondialiste connu. Puis il est allé les voir, puis il leur a dit qu'est-ce qu'il voulait, puis il a dit l'objectif à moyen terme, c'est de créer une union américaine comme en Europe, un marché commun, puis ce genre de trucs. C'était son intention aussi à René Lévesque en 1976. Donc depuis le tout début, le PQ, puis l'indépendance du Québec, en tout cas c'est moderne, ça a été l'objectif, selon moi c'était ça. C'était une sorte de guet-apens, parce que c'est sûr que c'est pas mauvais, moi je suis pour l'indépendance du Québec, c'est pas ça la question. Le problème, c'est qu'il aurait pu utiliser ça avec ces gens-là au pouvoir. Ça aurait pu, on aurait pu être pris en otage dans quelque chose. C'est Lucien Bouchard qui négocie les traités. C'est pas moi personnellement, je me sens pas en confiance. J'ai l'impression qu'on va savoir quand t'es copain avec des marines. En général, ils n'ont pas vraiment l'intérêt du Québec à cœur du tout, plutôt de leurs intérêts mondialistes. Donc, puis ces faux souverainistes-là, évidemment, ce sont des mondialistes, parce qu'ils sont à la recherche du pouvoir. Et l'élite québécoise et canadienne est remplie de mondialistes, parce que n'importe qui vous regardez qui est à la tête, sont mondialistes, c'est-à-dire qu'ils travaillent, soit ils font partie d'une société secrète, soit ils travaillent pour
un mondialiste ou quelque chose comme ça. Fait que tout le long, fait que dans le fond, l'histoire est vieille comme le monde, c'est le combat finalement entre si vous voulez, la liberté, l'amour, Dieu, hein, et si vous voulez, l'esclavagisme, la souffrance ou Satan finalement. Fait que ça a toujours le combat reste le même et la conquête de l'Amérique s'est passée de la même façon. Et à la limite, même la quête pour l'indépendance du Québec se passe de la même façon. Fait que, en résumé, je dirais que moi, le Québec et le Canada sont quand même ont quand même une grosse place, une partie quand même importante dans cette sorte de marche vers le nouvel ordre mondial. Le Québec aurait pu facilement être utilisé à ces fins-là. Le Québec comme une sorte de carrefour, on est comme entre l'Europe et l'Amérique et tout ça. Alors c'est quand même intéressant de voir que moi au début quand j'ai commencé à faire les recherches là-dessus, je croyais qu'on était le Québec, le Canada, on était juste on n'avait pas rapport, on était dans notre coin et on faisait rien du tout, mais c'est pas le cas pantoute. Des individus comme la famille des Marins, des individus justement comme Brian Mulroney, qui est probablement aujourd'hui l'homme le plus puissant du Canada et un des hommes les plus puissants au monde. Un gars comme justement la famille des Marins qui ont réussi quand même à mettre son mondialiste évidemment qui travaille en Europe toute, mais ils ont quand même réussi à mettre Pierre-Éliott Trudeau, Paul Martin Junior, Jean Chrétien, puis qui l'autre, Brian Mulroney, ils ont réussi à mettre ces 4 premiers ministres-là de suite au pouvoir, juste avec l'influence et l'argent. Et évidemment avec leurs contacts mondialistes à travers le monde, comme par exemple les Marins sont bien amis avec la famille Bush ou la famille Rocket. Donc voilà, c'est le Québec et le Canada dans le nouvel ordre mondial. C'est à peu près ça que j'avais à dire sur le sujet.